2017, 21,9% de tous les Canadiens étaient des immigrés. Cela représente près d'une cinquième de la population canadienne totale. C'est l'un des facteurs qui contribue au fait que le Canada a une économie de marché très développée et possède le 16e PIB en importance dans le monde. Selon Rachad Antonius, professeur de sociologie à l'Université du Québec à Montréal et membre du Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, le seul pays qui ressemble au Canada en matière d'immigration, c'est l'Australie. Mais qu'est-ce qui rend le Canada si attirant pour les immigrants? Quels sont les avantages pour les immigrants qui viennent au Canada comparativement à d'autres pays? Comment fonctionne le processus d'immigration? Comment la majorité des immigrants s'adaptent-ils au Canada? Et quels sont les enjeux spécifiques pour les nouveaux venus dans les petites communautés francophones? De l'autre côté, comment les Canadiens perçoivent-ils les immigrants et pourquoi? Pour nous aider à mieux comprendre l'immigration et tout ce que ce phénomène implique, nous allons faire la connaissance de deux femmes, deux francophones venus s'installer en Nouvelle-Écosse, dans la municipalité francophone de Clare. Je m'appelle Marie-Virginie Nkenyela. Je viens du Cameroun. Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale, un pays bilingue, majoritairement francophone. Oui, donc je m'appelle Irène Costantin, je suis française, j'ai 30 ans, bientôt 31, et je suis professeure à l'Université Sainte-Anne. Connu pour sa diversité tant culturelle que naturelle, le Cameroun abrite plus de 250 langues maternelles parlées par près de 20 millions de personnes. Les deux langues officielles sont le français et l'anglais, mais c'est le français qui domine. Marie-Virginie a immigré au Canada il y a 2 ans pour s'établir dans la région de la baie Sainte-Marie. Aujourd'hui, elle est agente de développement scolaire et communautaire à l'École Stella Maris, établissement qui fait partie du Conseil scolaire acadien provincial, ou CSAP. Irène vient d'un petit village en France et n'a pas encore officialisé son statut d'immigré. Même si elle vit ici en Nouvelle-Écosse depuis environ 5 ans, elle enseigne le français dans les programmes d'immersion linguistique offerts par l'Université Saint-Anne, la seule institution postsecondaire francophone de la province. Même si tous les deux ont eu jusqu'ici des expériences positives, leurs parcours sont uniques et différents. Elles espèrent que d'autres personnes pourront mieux comprendre l'immigration et le processus d'immigration grâce à ce documentaire. La première question que nous avons posée portait sur les raisons pour lesquelles elles ont décidé d'immigrer au Canada, car il y a de nombreux facteurs qui mènent à l'immigration. De manière générale, les raisons les plus courantes de l'immigration ne sont pas ce que nous pouvons penser. Les principales motivations sont les suivantes: les opportunités éducatives, les soins de santé, les possibilités d'emploi, la disponibilité de la double citoyenneté, la réglementation minimale du gouvernement pour lancer votre propre entreprise, etc. Remontons quelque peu dans le temps. En vertu d'une loi révisée en 1919, le gouvernement fédéral a tenté, au lendemain de la Première Guerre mondiale, de refuser à quelques groupes l'entrée au pays. Ces catégories concernaient les communistes, pour les raisons idéologiques, ainsi que les Mennonites, les Doukhobors et d'autres groupes ayant les pratiques religieuses spécifiques. Étaient également exclus les autres nationalités qui se sont battues contre le Canada pendant la guerre. Une autre loi de 1923 exclut spécifiquement les Chinois, interdiction qui sera maintenue pendant 25 ans. Ces politiques sont restées en place jusqu'au milieu du XXe siècle. En 1952, il y a eu une nouvelle loi sur l'immigration qui a renforcé les mêmes pratiques discriminatoires contre les immigrants qui n'étaient pas européens ou américains. Cependant, en 1962, Ottawa a mis fin aux politiques discriminatoires qui étaient jusque-là enchâssées dans les lois du pays. En
En 1967, le Canada a adopté un système de points pour classer les immigrants potentiels selon leur niveau d'éligibilité. Dans cette nouvelle approche, les facteurs de nationalité, de race ou de couleur ne sont pas pris en considération. Sont privilégiées plutôt les caractéristiques individuelles liées au niveau d'éducation, aux compétences professionnelles ou encore aux habiletés linguistiques, c'est-à-dire la maîtrise du français ou de l'anglais. Ensuite vient la loi sur l'immigration de 1976, qui entre en vigueur 2 ans plus tard. Cette loi-ci a apporté un grand changement par rapport aux politiques précédentes. Elle a établi pour la première fois le but principal de l'immigration du Canada, à savoir la promotion d'objectifs démographiques, économiques, sociaux et culturels. Pendant l'année 1980, 5 catégories d'immigrants ont été déterminées pour l'entrée au Canada. Il y a les personnes indépendantes qui font une demande pour elles-mêmes, les dossiers humanitaires qui concernent surtout les réfugiés, les personnes qui ont de la famille immédiate ici au Canada ou bien les personnes qui ont de la famille éloignée. Et enfin, les raisons économiques, par exemple les candidates ou candidats qui possèdent des compétences de travail voulues. Ces réformes semblent avoir porté leurs fruits. Dans les années 1990, on constatait que d'autres nationalités étaient de plus en plus représentées parmi les candidatures à l'immigration. Par exemple, il y avait plus de personnes de la Chine, des Philippines et de l'Inde que des pays d'Europe. Vraisemblablement, l'immigration asiatique a relayé en grande partie l'apport des immigrés européens. Notre pays accueille plus de 200 000 immigrés chaque année. Entre 2013 et 2018, ce chiffre a augmenté d'environ 62 000 personnes par année. Alors pourquoi le Canada? Parce que notre approche est perçue comme étant généreuse et relativement accessible. Nous savons que la diversité fait notre force. Après tout, les immigrants ont aidé à bâtir le Canada qu'on connaît aujourd'hui. Et accueillir des nouveaux arrivants, c'est pas juste la bonne chose à faire, c'est aussi le choix intelligent. Qui plus est, le Canada jouit d'une réputation favorable à l'échelle internationale en raison de nos libertés, du bilinguisme officiel et de notre politique multiculturelle qui valorise l'ouverture et la tolérance. Dans les pays de la francophonie, comme le Cameroun et la France, bien sûr, le bilinguisme canadien réussit à attirer un certain nombre de nouveaux venus dans les provinces de l'extérieur du Québec. C'est bien sûr que cette dernière province qui attire le plus grand nombre de francophones. Cependant, l'immigration francophone dans les autres régions du Canada est l'une des priorités de la FCFA, ou Fédération des communautés francophones et acadiennes, qui a créé un portail Internet pour recruter à l'étranger et pour favoriser l'intégration dans les divers milieux francophones. Depuis le début des années 2000, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse dispose d'une entente avec le gouvernement provincial afin de développer des capacités de promotion, de recrutement, d'accueil et d'intégration pour attirer et retenir en Nouvelle-Écosse de nouveaux arrivés d'expression française. Pour la communauté d'Acadiens, c'est une question d'avenir. Mais comment cela se passe-t-il sur le terrain dans les vies des gens? Revenons à Marie-Virginie, originaire du Cameroun, et à Irène Costantin, française. Ces deux femmes ont des raisons complètement différentes pour expliquer leur décision de venir au Canada. Marie-Virginie a immigré dans le cadre d'un regroupement familial puisque son mari est professeur ici à l'Université Saint-Anne depuis plusieurs années. Natif du Cameroun, lui aussi, il a pris la nationalité canadienne. Initialement, elle lui avait dit qu'elle voulait rester au Cameroun. Elle exerçait un très bon emploi qu'elle ne voulait pas abandonner dans la supervision et la coordination d'activités aéroportuaires au sein de l'autorité aéronautique du Cameroun.
On était d'accord avec ça, mais la réalité a été tout autre chose. Nous avons compris que c'était important que je le rejoigne et c'est la raison de mon immigration. Quant à Irène, la jeune Française est arrivée au Canada en 2013. Elle a abouti en Nouvelle-Écosse par hasard. Ce n'était pas vraiment une décision. Quand elle a fini ses études en France, elle a voulu travailler à l'étranger. Elle avait fait des recherches pour une mission de service civique à travers l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Elle est tombée sur une annonce pour stage dans un journal francophone en milieu minoritaire. À l'époque, évidemment, je n'en savais pas beaucoup plus. J'ai postulé et j'ai eu un entretien sur Skype avec la directrice du courrier de la Nouvelle-Écosse. On s'est rencontrés de cette façon et j'ai obtenu le stage, si on peut dire, la mission. C'est moi qu'elle a retenu et je suis arrivée en Nouvelle-Écosse. Du point de vue administratif, l'obtention de ce stage était plutôt simple. Le candidat devait avoir au moins 18 ans ou bien avoir la signature de ses parents, puis déposer une demande de visa. Pour ce qui est du cas de Marie-Virginie, les démarches d'immigration se sont révélées plutôt simples, selon elle. Mon processus d'immigration, curieusement, mon processus d'immigration a été très facile. On me disait que lorsqu'on entamait un dossier d'immigration, ça pouvait aller jusqu'à 2 ans. Après 6 mois, j'avais ma résidence permanente. Il y a quand même eu, dit-elle, un petit blocage, car un formulaire avait changé, ce qui a retardé le processus un peu. Sinon, tout s'est bien déroulé. Dans le cas d'Irène, on sait que ça doit être un processus un peu différent de celui de Marie-Virginie, à raison de son statut. Irène est venue en Nouvelle-Écosse précisément pour travailler. Selon son témoignage, elle n'a pas encore l'impression d'avoir immigré au Canada, étant donné qu'elle n'a pas de passeport canadien et qu'elle n'a pas une très bonne assurance santé. Je suis étrangère au même titre que les étudiants africains qui viennent étudier ici à l'université. Irène explique que le processus d'immigration pourra être lourd si elle veut obtenir sa résidence au Canada. Elle finira peut-être par faire la demande, mais il faudrait que je passe un test de français. Alors je sais que c'est une formalité, mais c'est franchement insultant de nous faire payer $500 pour qu'on prouve nos bonnes capacités en français, alors que je demanderais ce statut-là pour pouvoir en faire mon métier finalement, hein, pour pouvoir poursuivre cette carrière d'enseignant en français. Donc il faut premièrement passer ce test de français et ensuite il faut faire des équivalences de diplômes. Il faut aller s'occuper de ça, c'est pareil, c'est pas gratuit. si son dossier est accepté, il faudra passer des contrôles médicaux et fournir une longue liste d'autres documents. Cela devient très complexe. Il faut également compter avec les différences culturelles, y compris les barrières linguistiques selon les deux femmes. Marie-Virginie affirme, pour ce qui est des différences culturelles, il y en a beaucoup. Au-delà des expressions culturelles proprement dites, comme la danse, la télévision et d'autres formes de divertissement, il y a la façon d'accueillir les gens. Même si deux personnes sont également gentilles, les pratiques ne seront pas les mêmes. Beaucoup de différences culturelles, mais sincèrement, si vous vous attendez à un choc culturel, moi, je n'ai vraiment pas eu de choc culturel. Sincèrement. Irène a eu presque la même réaction que Marie-Virginie. Si elle a l'impression qu'on ne partage pas la même culture, c'est dû en partie aux références cinématographiques et littéraires. En France, on n'étudie que des auteurs français. On a une bonne éducation mondiale quand même, mais on est centré sur notre culture française essentiellement. Pour cette raison, les Français n'ont pas forcément les mêmes repères que les Canadiens.
Ensuite, il y a des différences dans ce qu'on mange ici au Canada, voire la façon de consommer la nourriture. Quant aux différences linguistiques par rapport au français acadien qui est parlé en Nouvelle-Écosse, les différences existent, mais celles-ci n'empêchent pas la communication. Trouver du travail pour un immigrant peut être difficile aussi. Pour Marie-Virginie, c'était son premier défi. Pendant ses premiers 2 mois ici, en Nouvelle-Écosse, elle faisait peu pour occuper son temps. Après son 3e mois ici, elle a commencé à regarder les offres d'emploi. Puisqu'elle se sentait un peu perdue, elle a commencé à faire du bénévolat. Elle s'est servie de ce moyen pour rencontrer les gens et cela l'a aidé à se sentir plus à l'aise dans la communauté. Lorsqu'elle a commencé de postuler, elle a eu des entrevues avec beaucoup d'entreprises et d'organismes. Mais pour la plupart de ces postes, la maîtrise de l'anglais était une exigence, en plus de français. Lorsque je suis arrivée, comme j'ai dit, mon défi premier était de trouver un emploi. En français, si j'avais trouvé un emploi en anglais, j'allais certainement travailler, mais avec plus de difficultés. Ce n'était pas mon premier choix. Comme elle n'était pas encore à l'aise avec son anglais, elle n'avait pas poursuivi ses emplois. Puis un jour, elle a eu un poste pour un emploi à la bibliothèque de l'Université Sainte-Anne, poste qu'elle a gardé pendant plus d'1 an avant de rejoindre le conseil scolaire acadien provincial. Dans le cas d'Irène, c'était un peu plus facile parce qu'elle ne cherchait pas d'emploi spécifique au Canada. Comme elle l'explique elle-même, elle est arrivée ici par hasard. J'ai postulé et j'ai eu un entretien sur Skype avec la directrice du courrier de la Nouvelle-Écosse. On s'est rencontrés de cette façon et j'ai obtenu le stage, si on peut dire, la mission. C'est moi qu'elle a retenu et je suis arrivée en Nouvelle-Écosse. Il y a quelques problèmes qui peuvent vraiment affecter l'expérience des immigrants et auxquels on ne pense pas forcément. Ces défis varient, certes, allant de la recherche d'un logement à la quête d'emploi, tandis que la moitié des personnes ont besoin d'un véhicule pour avoir un emploi ou simplement pour acheter de la nourriture. Un autre exemple est de rencontrer les personnes ou de se sentir isolé, comme Marie-Virginie l'a exprimé. Les immigrants peuvent être confrontés au choc du climat ou encore la discrimination ou au racisme. Irène nous a parlé un peu de ses difficultés ici, en faisant renouveler son permis de travail. Marie-Virginie fait le point sur ses expériences jusqu'ici. Est-ce qu'il y a des expériences ou des réalités ici au Canada qui vous ont découragé, vous fait douter de votre décision de venir ici? Non. Non, pas encore. J'espère que je ne vais pas les connaître. J'espère que je ne vais pas les connaître. L'opinion d'Irène porte précisément sur la petite région francophone de la baie Sainte-Marie, dans la mesure où elle voudrait certes qu'il y ait plus de choses à faire en dehors de la maison. Cependant, ici à la baie Sainte-Marie, parce que comme je vous ai dit, la baie Sainte-Marie, pour moi, c'est le cœur du Canada. Voilà, je pense que... Mais le bilan est positif, hein, très positif. Ensuite, ce ne sont pas tous les Canadiens qui sont d'accord avec l'augmentation du nombre d'immigrés ici. Et l'argument qu'on entend le plus est que les immigrants sont des voleurs d'emploi. Dans les faits, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de voleurs de job là-dedans, affirme Victor Piché, chercheur associé à la chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit international public de l'Université McGill. Au dire de ce professeur, les immigrants viennent occuper les postes vacants. Les travaux montrent que les immigrants viennent créer des emplois. Il y a des immigrants qui viennent ici pour créer des entreprises ou, comme il l'a expliqué, pour occuper les postes vacants. S'ils ont le niveau de compétences nécessaire pour l'emploi, c'est juste. Dans une enquête menée par Spring 2019 Focus Canada,
Les chercheurs ont trouvé que les Canadiens ont des perceptions plus positives des immigrants en 2019 que dans les années passées. L'enquête s'est focalisée sur le nombre d'immigrants, leurs effets sur l'économie, le taux de criminalité et l'impact global sur le pays. Selon les résultats obtenus, il y aurait des problèmes dans plusieurs domaines chez les Canadiens de souche que parmi les immigrés. Que conclure de notre exploration des enjeux de l'immigration en milieu francophone? Les immigrés sont excellents pour le Canada. Alors que toute leur histoire et les raisons qui les poussent à venir chez nous sont différents, ces futurs Canadiens et Canadiennes d'ailleurs seront tout de même les bienvenus. À l'heure actuelle, le processus d'immigration ne semble pas très complexe et les immigrés peuvent obtenir la citoyenneté canadienne assez simplement. Les différences culturelles sont assez prévisibles partout. Les immigrants sont aussi humains que n'importe qui, et même si le Canada offre un environnement accueillant, les nouveaux venus seront confrontés à de nombreuses situations difficiles. Nous tenons à remercier chaleureusement Irène et Marie-Virginie de nous avoir permis de les interviewer et de nous aider à mieux comprendre les enjeux de l'immigration. Merci à l'équipe technique, Emily Gagné, Michaela Lutz, l'équipe de conception, Emily, Michaela et Léa Marie Jacquard, l'équipe de scénaristes, Connor Fraser, Lauren Acorn et Emily McNeil, d'avoir travaillé si dur dans la réalisation de ce podcast. Merci à nos auditrices et auditeurs et merci bien sûr à notre professeur Clint Bruce d'avoir rendu tout cela possible. Ça, c'est ce qui vraiment, vive au Canada, vraiment estimez-vous heureux.